Hello, c'est Milan d'Uncode School. Bienvenue sur notre podcast dédié aux professionnels du no-code. On y parle bien évidemment des outils no-code, mais également de recrutement, de productivité, d'entrepreneuriat et surtout des bonnes pratiques pour naviguer dans cet écosystème no-code passionnant. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Agapé, qui est ingénieur, passionné et spécialiste des outils no-code. Xavier, dans cet épisode, va nous parler de son expérience du no-code avec les DSI des grands comptes. En fait, c'est un sujet qui est souvent peu évoqué. Donc avec Xavier, on a essayé de faire un épisode pédagogique pour parler d'une part de la manière dont on pouvait intégrer les outils no-code dans les grandes entreprises, ensuite des arguments pour convaincre les responsables techniques d'utiliser ces outils no-code et enfin des différents outils et solutions no-code adaptés à utiliser en entreprise. Donc si toi aussi tu travailles pour une grande entreprise ou que tu souhaites travailler avec un grand compte pour accélérer sa transformation digitale, il y a fort à parier que cet épisode va t'intéresser. Et sans plus attendre, ça démarre. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour cette seconde session si vous êtes en train d'écouter ce nouvel épisode d'Uncode School Session qui est dédié aux professionnels du no-code. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui est déjà très connu de l'écosystème no-code, avec qui on va parler bien évidemment bonne pratique et surtout professionnalisation du no-code. J'ai le plaisir d'accueillir Xavier Agapé. Salut Xavier, comment est-ce que tu vas ? Salut Milan, bonjour à tous. Écoute, je suis très très content d'être ici et je vais très très bien. Bon. Ça fait démarrer ma journée sur les chapeaux de roue. Ah, parfait. Je vois même en plus le soleil pour les auditeurs qui auront la chance de le regarder sur YouTube. Il y a même un peu de soleil aujourd'hui. Donc, c'est que la conversation va être de bonne facture, je pense. Écoute, ce que je disais en introduction, c'est qu'effectivement, tu es déjà pas mal connu en fait, dans l'écosystème no-code, notamment en fait, parce que moi, là où je t'ai connu, c'est surtout sur No-Code France, la communauté qui est dédiée au no-code. C'est principalement un Slack. Tu interviens pas mal pour donner ton avis, de mon point de vue, toujours de manière assez pertinente. Mais bon, moi qui te connais, on a eu déjà l'occasion de se rencontrer plusieurs fois et de discuter effectivement sur ces différents projets. Est-ce que toi, tu peux te présenter en fait en quelques mots pour dire d'où tu viens, parce que je pense que ça va être quelque chose qui va particulièrement nous intéresser puisqu'on va parler grand compte et DSI aujourd'hui, et je crois que tu as un lien assez particulier avec ce type de domaine. Ok, très bien. Écoute, du coup, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille dans l'informatique. Euh, j'ai un diplôme d'ingé spécialisé dans le logiciel, hein, donc j'ai un diplôme de génie logiciel et système d'information. Et donc, comme je disais, ça fait à peu près 10 ans que je travaille avec les DSI parce que j'interviens dans les grands comptes pour les aider justement à faire la transition, hein, la transition numérique de leur métier. Peut-être on en reparlera un peu tout à l'heure de ce que c'est que les métiers, mais je les accompagne en fait dans cette transition numérique en tant que consultant technique parfois, consultant fonctionnel parfois, ou les deux. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant. Depuis un peu plus d'un an, je travaille vraiment autour du no-code. J'ai décidé de changer un petit peu de vision et de me rapprocher des un peu plus petites structures parce que avec l'essor du no-code, je pense vraiment qu'on peut apporter vraiment de la force aux entreprises qui avant étaient un petit peu éloignées du numérique. Et alors, peut-être avant qu'on revienne un peu dans le détail de ce que c'est qu'un grand compte, ce que c'est qu'une DSI, etc., est-ce que tu peux me dire comment tu es tombé peut-être dans la marmite du no-code, comment ça s'est fait, pourquoi tu t'es intéressé à ça? Tu dis que tu es ingénieur, donc tu vois, ça c'est quelque chose qui est important peut-être pour les auditeurs. Est-ce qu'il faut être ingénieur pour se mettre au no-code? Tu vois, il y a quand même pas mal de questions en fait qui peuvent se mettre dedans. Comment ça s'est fait que toi, tu es passé finalement d'un profil, on va dire, très technique, ingénieur, à quelqu'un qui, du coup, a envie d'avoir une nouvelle transition sur ces outils no-code, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément moins techniques. On le verra peut-être par la suite. Écoute, moi j'aime bien me balader sur YouTube et dans mes errances, on va dire un petit peu youtubesques, en fait, je suis tombé sur Shubham Sharma, qui présentait en fait des outils no code
Et je me suis dit: «Tiens, intéressant, je vais pouvoir automatiser une partie de mon boulot, ça peut être très cool». Moi qui suis très feignant d'ailleurs, il faut le dire, c'est très important pour la suite. Hem et du coup, ben, au fur et à mesure, j'ai commencé à regarder de plus en plus de vidéos. Je me suis intéressé aussi au podcast, Radio Contournement, qui m'a vraiment lancé, on va dire, sur les rails du no-code. Et puis, j'ai rejoint le Slack de la communauté No Code France. Et c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit: «Mais en fait, waouh, il y a vraiment plein de gens, il y a un écosystème, assez délirant». Donc pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an, un peu plus de 6 mois, j'étais plutôt en spectateur. Donc je regardais un peu ce qui se passait. Je participais pas, énormément. Je disais bonjour quand même pendant les lives. Et puis à un moment, je me suis dit: «Mais attends, je pense que je pense que je peux en faire partie». Avec ma casquette de, un peu technique et un peu grand compte avec les bonnes pratiques et tout, peut-être que je peux apporter, quelque chose dans l'écosystème. Et Pour répondre à tes questions, ouais, pardon. ouais, non, juste, tu parlais juste à ce moment-là, en fait, de bonnes pratiques parce que tu trouvais qu'effectivement, sur les conversations qui étaient initiées ou en tout cas sur la manière dont les personnes voyaient, hem, la mise en place de ces outils no-code au sein d'une entreprise, hein, que ce soit une PME ou un grand compte, tu trouvais que ça manquait un petit peu de bonnes pratiques. En fait, c'est ça qui t'a intéressé particulièrement? Bah, en fait, ce qu'on remarque quand on traîne un petit peu sur le Slack de No Code France, c'est que, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui font des projets avec du no-code. Donc, du no-code, c'est pas parce qu'il y a pas de code qu'il y a pas de projet. Et la plupart du temps, ils arrivent en entreprise, soit dans leur propre entreprise, soit pour le compte de clients. Et il y a des personnes qui n'ont pas du tout les bases de la modélisation de bases de données, de comment on gère un projet, de comment on le mène du point zéro où le client, il a son besoin au moment où on va vraiment, le dérouler, le mettre en place. Et je me suis dit que ça pouvait même être un peu dangereux, tu vois, pour le milieu, du no-code, et décrédibiliser un petit peu toutes les personnes qui essayent de faire ça dans les bonnes pratiques. Alors évidemment, il y a pas de jugement de valeur parce que la plupart des gens qui faisaient ces projets dans ce cadre-là, c'était vraiment des gens qui n'étaient pas du tout dans le milieu de la gestion de projet, des projets informatiques. Donc j'imagine, enfin en tout cas j'imaginais à l'époque, qu'il suffisait d'aller sur le forum, sur le Slack pardon, et de les guider un petit peu vers les bonnes pratiques du milieu du développement. Cool. Et tu l'as également évoqué, la, mmh, toi, finalement, les outils no-code, la manière dont tu as abordé ça, c'est finalement sur le volet plus, automatisation, parce que, c'était un sujet que tu avais particulièrement vu, en entreprise? Ou c'est parce que tout simplement, plus les outils type, customer facing, donc c'est-à-dire, créer des sites web, créer des applications, c'était pas nécessairement, enfin, quelque chose qui, de prime abord t'intéressait? Alors ouais, moi tout ce qui est, plutôt à destination des clients, on va dire externes, à une entreprise, c'est moins mon fort. Tu vois? Je sais pas faire des beaux sites internet, des trucs un peu jolis. Moi, je suis plutôt sur les outils internes, comment on donne, un peu de la force en interne aux équipes, comment on les aide à être plus efficientes. Ça, c'est vraiment ma force. Donc, très logiquement, au tout départ, en tout cas, je me suis vraiment tourné vers les outils qui permettent d'automatiser, de, gagner du temps, de gagner un petit peu de performance. Et en fait, je travaillais en tout cas sur des très, très gros projets, plusieurs millions d'euros. Je crois que mon dernier projet, je sais plus, c'est 15 ou 30 millions d'euros, mais c'est des énormes projets. Et du coup, tout ce que tu peux automatiser, c'est vraiment un gain de temps, même à toute petite échelle, tu vois? Au bout d'un certain temps, ça finit par faire une grosse économie de temps. Et en tant que feignant, confirmé, je me suis dit: «Ben, tiens, si je peux gagner, 15 minutes par jour en ne faisant pas telle ou telle action, mais en le déléguant à des outils qui vont me permettre de le faire, et ben, je vais devenir plus efficace, je vais être plus performant, je vais pouvoir traiter plus de choses». Tu peux nous donner un ou 2 exemples, en fait, que tu as réussi à automatiser qui, du coup, permettraient un peu plus de comprendre, en fait, là où tu as pu gagner du temps sur des projets justement qui sont plutôt, assez énormes comme ceux que tu as eu à traiter? Bah, typiquement, c'est tout bête, hein, mais en fait, dans les comptes rendus qui venaient soit de ma part, soit, des personnes avec qui je travaillais, en fait, j'allais récupérer le contenu des mails de compte rendu. Et à chaque fois qu'il y avait mon nom qui était cité, dans une tâche, en fait, je la mettais dans l'outil, Microsoft, parce que je travaille beaucoup sur Microsoft à l'époque, dans l'outil qui s'appelle Planner, hein, qui est un peu le Trello à la sauce Microsoft. Donc j'allais, je m'affectais une tâche dans mon planner en disant: «Bah, voilà, j'ai telle action à faire,
pour, tel projet. Et ça, c'était vraiment un temps gagné, énorme parce que bon, évidemment, j'avais quand même lu le compte rendu, mais j'avais plus besoin d'aller le faire à la main, d'aller récupérer, en fait, dans les mails et je pouvais en recevoir 5, 10, 15 par jour parfois, des mails de compte rendu où j'avais des actions à faire. Donc du coup, d'avoir ça qui se faisait en automatique, c'était un gain incroyable et surtout une charge mentale qui était vraiment beaucoup diminuée par rapport à ça. Et tu utilisais en fait donc un outil Microsoft, mais pour l'automatisation, tu avais un outil en particulier que tu utilisais ou c'était aussi du Microsoft? C'était aussi du Microsoft, c'était Power Automate. OK, d'accord, trop bien. Donc c'est le On va Zapier, de ouais. Microsoft. On va y revenir un peu plus sur ces outils-là par la suite. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton expérience, avec, justement, ces gros projets, ces grosses boîtes, ces grands comptes, parce que c'est souvent un petit peu le parent pauvre, je trouve, de la communauté, no code et comme tu le sais, sur ce podcast, on est vraiment sur, de la professionnalisation du no code et par conséquent, il faut aussi que ça rentre, en fait, chez ces grands comptes, mais ça se fait probablement de manière un petit peu différente de ce qu'on peut voir actuellement dans la communauté, qui est plus orientée finalement outil no code égale startup égale malheureusement aussi un peu souvent trop MVP. Donc là, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aussi un peu professionnaliser tout ça. Et j'aimerais bien du coup qu'on parle vraiment plus grand compte et qu'on essaye de faire un petit peu de pédagogie. Dans ces grands comptes, on entend souvent parler de DSI. Toi qui as travaillé dedans, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est qu'une DSI, ce qu'a fait, quel est son rôle en fait dans une grande entreprise, déjà pour démarrer? Ouais, OK. La DSI, en fait, dans une grande entreprise, c'est vraiment, c'est un peu le DSI, en tout cas, c'est un peu le capitaine du navire. C'est lui qui va vraiment donner la stratégie informatique de l'entreprise, qui va, décider vraiment du cap à prendre. Qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte que mon entreprise tourne le mieux possible? Voilà, c'est vraiment à différencier de ce qu'on va appeler le CTO, hein, le directeur technique, qui lui est un peu un alors je raccourcis un peu, hein, je prends un petit raccourci, mais qui est un peu un éditeur de logiciels dont lui sa casquette, c'est vraiment comment je vais créer les meilleurs outils, pour pouvoir, réaliser telle ou telle action. Ça peut être créer un SaaS, ça peut être même créer des outils en interne, mais c'est pas la stratégie globale informatique de l'entreprise qui peut même être jusqu'à dire, ben, quels sont les PC qu'on va allouer aux différents collaborateurs de la boîte. Voilà. C'est pas vraiment le rôle d'un CTO, hein, d'un directeur technique, c'est plutôt le rôle d'un DSI. OK et toutes les grosses boîtes ont des DSI ou qui sont internalisées, pas de DSI, externalisés? Alors ça peut arriver. Alors pu dans les grandes boîtes, pas trop, on va plutôt être sur des DSI, internalisés puisque la DSI, elle peut compter, entre, je sais pas, entre 3 personnes et plusieurs centaines de personnes, voire peut-être même plusieurs milliers. Ça dépend du type de métier que réalise, l'entreprise. Hem, il y a des entreprises plus petites qui sont en train de grossir, qui n'ont pas forcément tout de suite besoin d'avoir une stratégie très très long terme et un DSI à plein temps et qui donc là vont plutôt partir sur des DSI, on va dire, à temps partagé, un peu comme une garde partagée. Donc tu as un DSI que tu prends pour quelques jours par mois et qui vient t'accompagner dans tes choix technologiques. OK et comment ça s'organise en interne? Est-ce que la DSI, il y a que des devs ou justement c'est plus des équipes, avec, des chefs de projet, peut-être même des designers, peut-être, des développeurs spécialisés plutôt front, des devs, spécialisés plutôt back? Comment ça marche en fait à l'intérieur d'une DSI pour alors forcément j'imagine qu'il y a plusieurs types de modèles, mais il doit y avoir quand même, un modèle un peu global. Est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire un peu ça? Comme tu l'as dit, il y a pas mal de modèles différents qui vont dépendre en fait de la taille de la DSI. Mais, disons que si tu pars sur une petite DSI, en fait, tu vas avoir plutôt des gens avec des multicasquettes, qui vont savoir faire pas mal de choses, qui vont pouvoir gérer du projet, qui vont pouvoir faire du dev, qui vont avoir un œil, critique sur, le design aussi. Hem, donc ça, c'est pour les plus petites DSI. Dans les DSI, plus tu montes en compétences, en fait, plus tu as des silos. Et tu vas avoir, la DSI, on va dire usine, où, tu as, une armée de chefs de projet, et de, ce qu'on va appeler des assistances à maîtrise d'ouvrage qui vont aider en fait, les porteurs, hein, des différents projets à, tirer l'essence de leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Comment on va le mettre en place?
comment les accompagner aussi tout au long de la vie du projet. Et tu vas avoir une partie expertise avec vraiment des très, très gros experts, vraiment des gens très, très techniques qui vont, être des architectes logiciels, des architectes de bases de données et cetera, qui vont vraiment apporter une vision extrêmement technique et performante sur, tous les projets, en tout cas de développement. Et tu vas avoir une partie prod, qui va souvent être une usine, ce qu'on appelle une usine logicielle, dans laquelle, bah, c'est un peu du travail à la chaîne, hein, tu as, une armée de devs qui ont une colonie, énorme j'allais dire backlog, mais de sujets à traiter, et qui vont devoir dérouler, voilà, au fur et à mesure. OK. Donc, il y a une partie un peu plus, stratégie management et une partie plus vraiment, dev, heu, à plein temps, qui sont là, en fait, pour produire, du contenu informatique, en fait, du logiciel. Ouais. De ce que je vois, de ce que tu me décris, ce qui enfin, encore une fois, sur ce podcast-là, l'idée, c'est vraiment de faire de la pédagogie, hein. Pour le coup, j'imagine qu'il y en a déjà pas mal qui savent peut-être comment ça se passe, mais je pense que dans l'écosystème no code, en fait, en tout cas, le sujet était encore assez peu abordé. Dans ces DSI, on est très focus sur le code classique, euh, mais pas tellement sur souvent alors, du no-code ou de la programmation visuelle. Ça, c'est des choses qui sont à peine évoquées ou en tout cas qui commencent à être évoquées aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me dire en fait pourquoi ces DSI s'intéressent aujourd'hui en fait aux outils et aux outils no-code, puisque de ce que tu me dis, ils ont finalement déjà une armée de développeurs à disposition. Donc, quel est l'intérêt finalement d'aller utiliser ces outils no-code en fait? Pourquoi est-ce qu'ils s'y intéressent? Alors il y a plusieurs raisons déjà, il y a le fait qu'ils sont censés faire de la veille, évidemment. La veille, c'est quand même très, très important. C'est ce qui leur permet de rester même compétitifs, hein, parfois sur leur marché. Tu des DSI qui ont, raté le coche, par exemple, du cloud et qui ont tout en interne et qui galèrent un petit peu à rattraper leur retard par rapport aux entreprises qui sont, parties, alors pas forcément complètement dans le cloud, mais qui au moins ont migré, leur, la partie technique non, on va dire, non essentielle dans le cloud. Et tu as aussi cette notion que la DSI et surtout les développeurs, en tout cas, une grande partie des développeurs sont dédiés justement à ces tâches un peu critiques pour l'entreprise, à maintenir en fait les outils qui sont déjà développés, ce qu'on appelle le legacy, un peu l'héritage, Mmh. l'héritage de l'entreprise. Tu as des fois des outils qui ont, plus de 15 ans. Tu vois? Il faut les maintenir, il faut les faire, malgré tout les faire évoluer. Donc les développeurs sont vraiment focus sur les produits qui sont déjà en cours ou les très gros projets. Hem, pour ce qui est des besoins plus petits, des métiers par exemple, tu as, je vais dire une bêtise, mais tu as le service achat qui a besoin d'une petite app pour faire, valider des demandes d'achat. Ben ça va passer à la trappe. Parce que les développeurs, ils ont pas le temps de passer, 3-4 jours, pour faire plaisir à la personne, des achats. Et c'est sur ces besoins-là, en tout cas ça pour le coup c'est ma vision, mais c'est sur ces besoins-là que le no-code va être vraiment très pertinent, très performant et va pouvoir apporter beaucoup, je pense, aux DSI, dans le futur. On le voit un petit peu parce qu'aujourd'hui, la plupart des DSI ont des outils low-code déjà, ça existe déjà, c'est déjà dans les pratiques courantes, mais le no-code, bon, ça tarde encore un petit peu à percer et il y a plusieurs raisons à cela, peut-être qu'on va les évoquer, tout à l'heure. Ouais, donc ce que tu dis, en fait, c'est que finalement, l'intérêt, en fait, que les DSI, s'y intéressent, c'est parce qu'en fait, il y a un peu une sorte d'embouteillage au départ, du backlog, en fait, de toutes les demandes qui sont demandées au DSI et la réalité, c'est qu'en fait, personne aujourd'hui n'a la capacité de faire ça. Donc finalement, le souci qu'ils auraient, c'est qu'il y ait justement des métiers qui fassent un peu ce qui fait un peu peur finalement à toutes les DSI, passent sur ce qu'on appelle du shadow IT. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est les équipes métiers qui vont construire eux-mêmes leurs propres produits, qui n'aura pas été nécessairement validé par les DSI. Et
sûrement peut-être à raison parce que manque de temps pour s'intéresser à ça. Donc là, l'idée, c'est que finalement, ces outils no-code viendraient peut-être désembouteiller, je ne sais pas si ça peut se dire, en tout cas faire en sorte qu'il y ait Ça se dit. parfait. Donc on va redire ça, venir finalement un peu désembouteiller tous ces demandes, tout ce backlog, pour pouvoir répondre en fait à des demandes spécifiques métiers qui, auquel cas, ne pourraient pas forcément être faits. Mais du coup, là, il y a quelque chose d'intéressant que tu me dis. Ça voudrait dire que là, l'idée, c'est que pour éviter justement ce shadow IT, ça serait que finalement la DSI a envie de reprendre la main sur les outils métiers, mais en utilisant des outils qui sont complémentaires finalement des outils classiques en code, pour justement reprendre la main dessus et faire en sorte de pouvoir aider les métiers en fait dessus et d'être plus réactif, plus itératif. Totalement, c'est vraiment ce qu'on est en train de voir, c'est que concrètement, les métiers, ils ont vraiment besoin d'avoir des outils personnalisés, performants, qui leur permettent eux-mêmes de gagner du temps. Alors Si attends, le juste pour métier comprendre, parce que peut-être c'est vrai qu'on le dit depuis tout Ouais, à l'heure, les métiers, ça va être tout ce qui ne constitue pas la DSI. Donc en fait, ça va être les sales, le marketing, la communication, les RH, etc., etc. En fait, c'est ce qu'on appelle les métiers, pour être sûr. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est toutes les fonctions qui vont supporter le travail principal de l'entreprise. Si Ok. ton entreprise, elle fait, des vis et des clous, et ben, c'est pas son métier, tu vois, de faire du RH, de l'achat, et cetera, et cetera. Et donc c'est vraiment ces fonctions-là qui vont supporter le métier principal, de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on va appeler en fait entre autres, les métiers. Donc en effet, eux, ils ont beaucoup de besoins parce que, il y a toujours plein de choses à gérer, l'entreprise évolue, il y a et puis il y a aussi la montée technologique, hein. On peut faire de plus en plus de choses avec les outils numériques et concrètement, aujourd'hui, quand tu as un métier et que tu as un besoin, la DSI te dit: «Ben, revenez nous voir l'année prochaine». Et quand tu reviens l'année prochaine, ils te disent: «Bah, en fait, c'est toujours compliqué, revenez nous voir encore l'année prochaine». Et c'est comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces métiers-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se débrouiller tout seuls, soit parce ils ont un petit peu de budget et puis ils vont se dire: «Ben, tiens, moi, je vais me payer, je vais me prendre un Zapier, par exemple, ou un Make, ou peu importe, et puis je vais commencer à faire mon truc dans mon coin, me développer, à ma sauce, un peu mes outils». Hem, soit finalement, ils vont, même aller jusqu'à prendre des développeurs en externe pour pouvoir créer leurs propres outils. Dépendant de la taille de l'entreprise évidemment, tu en as qui peuvent se permettre, hein, tu as des métiers qui peuvent se dire: «OK, moi j'ai, 50 000 €, je peux aller, chercher un développeur qui va me faire un petit outil». Et ça, c'est totalement en dehors des règles de la DSI. Et donc c'est ce que tu appelais le shadow IT, hein, c'est pas des ninjas qui se baladent en fait dans l'entreprise, mais c'est vraiment des personnes comme toi et moi qui peuvent se dire, «Moi ça me gonfle un peu qu'on réponde pas à mes besoins, alors, je vais me débrouiller tout seul». Ok. Parce que ce que tu vois, juste pour comprendre aussi les use cases que peuvent avoir les métiers, moi, de ce que j'ai pas mal connu sur la partie grand compte, en fait, c'est vraiment un peu ce syndrome de l'Excel où, étant donné que on ne peut pas vraiment faire autre chose, développer une application, c'est des choses que les métiers, en règle générale, ne savent pas faire puisque c'est pas leur taf de faire ça, mais en règle générale, ils utilisent un outil qui est Excel, qui est finalement assez puissant pour faire plein de choses, mais pas nécessairement adapté euh, pour de la gestion de projet ou autre chose. C'est un peu un outil qui a été twisté en fait pour plein de use cases qui n'étaient pas nécessairement adaptés. Là, l'idée des cas d'usage en fait que tu vois, en tout cas sur cette partie grand compte, ça serait déjà d'essayer de pouvoir remplacer un peu toutes ces tâches en Excel ou tu vois aussi d'autres choses, des petits exemples à nous citer en fait avec des outils no-code concrets que tu aurais pu utiliser par exemple. Alors, déjà je pense que, hem, je vais encore me faire taper sur les doigts, mais on on a on n'est pas toujours obligé de remplacer Excel. Des fois, il y a des Excel qui font bien leur taf parce que Excel, c'est une feuille de calcul et quand tu l'utilises en tant que tel, Ouais, et ben, il y a rien de mieux qu'Excel, en fait. Voilà. très important de le rappeler. Ouais, c'est quand même important. Même si moi, je suis pas un grand fan d'Excel, mais en vrai, sa fonction feuille de calcul, ben, je crois qu'il y a aucun outil qui fait ça mieux qu'Excel. En tout cas Excel ou, les outils, de ce type-là. Par contre, il y a plein de petites choses que tu vas être capable de faire avec des outils no code,
qui vont te permettre de te sauver un peu la vie, de gagner du temps vraiment énormément, sur des petites tâches à très faible valeur ajoutée. Typiquement, j'avais un client, il y a 2 mois qui, en fait, il avait une personne à temps plein dont le métier était de faire des copier-coller d'Excel vers des contrats. Parce qu'en fait, il générait des contrats, entre 100 et 200 contrats, je me souviens plus, entre 100 et 200 contrats par mois. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait des données d'Excel, elle allait les mettre dans un contrat et voilà, et donc elle faisait ça toute la journée. Quelle horreur. Heu, ouais, comme tu le dis, quelle horreur. Sauf qu'en fait, c'était pas vraiment ça son travail. Son poste en fait à elle, c'était de gérer la relation avec, les personnes qu'elle allait, mettre, dans des centres de formation. En fait, elle mettait à disposition des formateurs et des jurys dans des centres de formation. Et en fait, son travail à elle, c'était plutôt de vérifier que ça se passe bien, quoi, pas de Bien faire des sûr. copier-coller. Mais il s'est avéré que pour envoyer les contrats, elle était quand même obligée de faire ses copier-coller. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré les informations de son, Google Sheet, parce qu'elle utilisait Google Sheet. On les a mis dans une base Airtable et avec un bouton, en fait, elle clique sur le bouton, «Générer le contrat» et ça va lancer ce qu'on appelle un webhook, hein. Ça, on va dire, c'est un petit pour faire simple, c'est un petit tunnel entre Airtable et un outil d'automatisation et ce petit tunnel, il va faire quoi? Il va dire: «Quand tu arrives au bout du tunnel, quand tu arrives dans l'outil Make et ben, tu vas aller, dérouler un processus de génération automatique de documents». Donc ça va ouvrir un Google Form et récupérer les informations d'Airtable, les mettre automatiquement dans Google Form, puis ça va aller dans un outil qui s'appelle YouSign, c'est un outil de signature électronique, français en plus, c'est important de le citer. Hem et ça va permettre même de générer la signature électronique, pour le document et donc d'envoyer, ça à toutes les parties prenantes, et la personne, du coup, au lieu de passer, je sais pas, 20 minutes peut-être à faire ses copier-coller parce qu'elle devait les mettre au bon endroit, faire attention qu'elle se soit pas trompée. Il y avait des Ouais. erreurs évidemment de temps en temps, voire des oublis. Bah, là, elle clique sur un bouton, c'est fait automatiquement, il y a jamais d'erreur. Et les personnes, elles peuvent signer le contrat à distance. Parce qu'avant, il faut quand même se rappeler, enfin, c'est toujours le cas la plupart du temps, tu me diras aujourd'hui, mais moi, quand je reçois un contrat, je suis obligé de l'imprimer, de le signer, de le rescanner, de l'envoyer à la personne. Enfin, c'est super, enfin, aujourd'hui, on est en 2022, moi, j'ai plus envie de faire ça, en fait. Ouais, mais je pense que ce use case, là, tu le décris pour une boîte en particulier et finalement, je pense que pour 99 des boîtes aujourd'hui, elles sont toujours sur des choses de ce genre-là et il faudrait voir, en fait, Clairement. cette personne-là, tu l'avais fait économiser à minima au moins 3-4 jours plein temps de boulot par mois, en fait, sur ça, la Ah ouais, réalité. en fait, sa semaine de travail n'était quasiment constituée que de ça. Ah d'accord, OK, donc là, oui, carrément, Ouais. tu as changé de poste, en fait, pour le coup. Bah, Mais en ça je redonnais son vrai poste. oui, voilà, c'est Voilà, ça, surtout. c'est ça. Et alors du coup, c'est hyper intéressant parce que, hem, j'imagine et ça fait un gros point sur la manière d'aborder, en fait, les outils no code. Ils se sont rendus compte que là, ça n'avait plus de sens de faire ça et ils ont imaginé que, l'automatisation via des outils no code, était la solution ou ils se sont dit: «Il faut que de manière informatique, on arrive à trouver une solution». Juste pour savoir, en fait, si les outils no code étaient déjà dans la tête de ces clients ou, ils se sont dit, «Je pense que les ordinateurs peuvent faire quelque chose pour nous», en fait? Alors oui, il y a 2 sujets. Déjà, la personne en question était en train de partir en burn-out. Alors Donc ça, c'est ça, très voilà, important, ouais. ça force un peu l'action. Ouais, Donc ils se sont dit: «Voilà, comment on peut faire?» Et donc concrètement, en fait, ils utilisaient déjà YouSign. Ils ont déjà des développeurs, en fait, en interne, qui ont déjà automatisé une partie de leur métier. Ils font d'autres choses que ce que je t'ai cité là. Hem et donc ils ont déjà du YouSign, ils ont déjà une équipe de dev qui met en place du YouSign. Mais pour répondre à ce besoin précis, ils avaient personne et les devs, ils étaient trop occupés pour pouvoir, traiter, on va dire, ce petit sujet, voilà, qui n'a d'impact que pour, la personne qui était en cause. Hem, du coup, ils se sont dit: «Ben, il y a des outils no code, qu'est-ce qu'on peut faire avec?» Et donc j'ai identifié un peu leurs besoins, on a un peu discuté et puis il s'est avéré que, ben, voilà, on était nous capables de répondre à ce besoin-là avec du no code. Mais ils auraient typiquement pu aller voir une agence, ou une ESN, pardon, j'allais dire SS2I, mais une ESN, donc une grosse boîte en fait de conseil pour pouvoir les accompagner sur comment traiter ce sujet-là. OK. Et d'après ce que tu me dis là, tu as commencé à me citer un peu des outils,
donc du Make, du Airtable, des formulaires. Hem, Quand on est un grand compte, aujourd'hui, on peut utiliser ces outils-là ou comment est-ce qu'on aborde en fait les outils no code? Parce qu'il y a des questions de sécurité, des questions de pérennité de la solution. Comment, quand on est, une DSI, on est capable d'aborder ces outils no-code? Est-ce que du coup, peut-être que même il y a des outils no-code qui sont faits pour les DSI et d'autres qui sont faits pour les startups ou en fait, on peut mixer un petit peu les deux? C'est quoi le prérequis? Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça peut-être en deux temps en se disant ah, ok, je fais d'abord un proto avec des outils no-code un peu rapides, limite avec quelques données ou des données un peu fausses. On regarde comment ça marche et si ça peut fonctionner. Et ensuite, on utilise des outils no-code soit un peu plus professionnels, soit plus grand compte, soit sinon on se dit bah, directement ce qu'on va faire. On a vu que ça fonctionnait, on le lance en prod, mais sur du code plus classique. Comment est-ce qu'on aborde ça? Bah, je pense que il y a un peu de tout ça en fait concrètement parce que bah, les DSI qui viennent nous voir aujourd'hui, en fait, ils sont dans une démarche d'avoir un petit peu un POC, un proof of concept, pour le citer entièrement. C'est-à-dire de tester, en fait, les solutions no code et de voir vraiment c'est quoi le no code, c'est quoi la puissance des outils, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec et on n'est pas tout de suite dans le sujet sécurité. Mais ça, il arrive. Il est jamais très, très loin de toute façon. Hem, donc nous, on doit déjà, ben, prouver un petit peu, on va dire, notre valeur avec nos outils et du coup, ben, on travaille sur des cas d'usage, des cas d'usage, des vrais cas d'usage ou des faux cas d'usage. On fait des formations, on accompagne un petit peu les clients et puis quand ils commencent en fait à être un petit peu, quand il y a un peu le wow effect, quand ils sont là, ils font: «Ah ouais, on peut quand même faire vraiment des choses intéressantes avec le no code» et ben là commencent à arriver les différentes problématiques de sécurité et dans la DSI, il y a un poste dont on n'a pas forcément parlé, mais qui est la sécurité. On a ce qu'on appelle un RSSI, qui est le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Ouais, j'espère que j'ai pas fait de faute dans son nom et cette personne-là, c'est un peu le bourreau, tu vois? Avec sa hache ou son épée et qui Ouais. dit: «Oui, le projet passe. Non, le projet ne passe pas» et hem et du coup, nous, il faut qu'on montre un peu patte blanche par rapport à ça et qu'on mette tout sur la table. Est-ce que, Airtable, par exemple, c'est sécurisé? Qu'est-ce qu'ils ont comme certif au niveau de la sécurité? Quel âge a l'entreprise? Et cetera, et cetera. Il faut vraiment qu'on soit dans une démarche de prouver que ces outils ne mettent pas en risque, en péril, la sécurité des données de l'entreprise. Ok. Du coup, en fait, au même titre que de toute façon les outils classiques qu'on développe avec du code Ah, dans entièrement, tous les cas. Ouais, ouais, ouais. ouais, clairement. Ok. Et alors, si ces outils no-code arrivent justement dans les grands comptes, en entreprise, comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça peut être vu, un petit peu avec, du dédain. Je pense que déjà, je déteste ce terme, no code. En fait, on l'utilise peut-être plus à des fins marketing ou en tout cas pour promouvoir cet écosystème, mais j'aime pas du tout en fait ce terme de no code. Enfin, le no très négatif en fait, je pense a vraiment tendance à dévaloriser en fait aujourd'hui ce qu'on fait et à le déprofessionnaliser très clairement. Je préfère plus parler peut-être de programmation visuelle. Je pense que ça a plus de sens parce que la réalité d'une personne qui travaille en fait sur les outils no code est plus proche en fait et enfin correspond plus à de la programmation visuelle qu'à du no code en tant que tel, me semble-t-il. Mais du coup, au-delà de faire ça, comment est-ce qu'on fait pour, en entreprise, essayer de promouvoir ces outils no-code? Est-ce que il y a il y a une méthode enfin, que toi, tu as pu utiliser pour aller voir ces DSI et leur dire, OK, bah, vous avez plusieurs solutions. Soit vous filez ça à une agence et du coup, elle vous le fait, mais ça vous coûte du temps et de l'argent. Soit vous le faites en interne, ça veut dire qu'il faut recruter et puis ensuite, il faut maintenir. Soit sinon, bah, vous essayez en fait de regarder ce qu'il y a sur ces outils. Alors certes, il faudra un peu de maintenance, etc. Mais c'est des choses qui vont être plus faciles à mettre en place, qui vont vous faire gagner beaucoup plus de temps. Est-ce qu'il y a une technique, il faut trouver en interne des gens qui sont passionnés par ça et qui ensuite vont promouvoir en interne? Il faut directement aller voir le ou la chef
DSI? Est-ce qu'il faut plutôt aller voir des développeurs? Plutôt les équipes métiers, peut-être, qui vont aussi pouvoir faire pression. Je mets des guillemets, mais peut-être que ça se passe comme ça. Pression un petit peu sur la DSI pour pouvoir montrer des éléments. C'est quoi les différentes étapes que toi, tu verrais pour instaurer, instiller les outils no-code dans ces grands comptes ou en entreprise, en fait? Je pense qu'il y a plusieurs branches. On peut répondre à cette question de plusieurs manières. Déjà, tu as les éditeurs qui font un travail de prospection assez incroyable et qui vont taper à toutes les portes en disant: «Eh, regardez, on a des super outils, on vous fait des démos». Donc déjà, ça, je pense que ça contribue à, à faire connaître, en fait, l'écosystème no code. Et puis, ben, tu les clients qui viennent te voir eux-mêmes et qui disent: «Tiens, j'ai entendu parler de tel outil», soit parce que tu les connais déjà, soit parce que, en fait, ils ont vu passer ton nom, sur les différents réseaux sociaux. Et par contre, il y a un truc qui est plus difficile, c'est de toi-même. Moi, par exemple, si je vais taper, je sais pas, à la porte, je sais pas, à la porte d'Alstom, avec, mes petits doigts, tu vois? Je toque à la porte, bah, personne va m'ouvrir, en fait, et je vais rester dehors. Donc, je pense que c'est pas nous, en tout cas moi, en tant que no codeur ou même, petite agence, ça devient compliqué d'aller conquérir, en fait, ces boîtes. C'est plutôt eux qui viennent nous chercher. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, on a une phase où on est un petit peu en train de, un petit peu de séduction, tu vois? Où on montre ce qu'on sait faire avec du no code. On prend des projets qui ont été faits en code et puis on dit: «Ben, voilà, nous, on fait la même chose en no code». Et en 5, 6, 10 fois moins de temps, des fois, ça dépend. Et pour un budget qui est moindre, pas parce qu'on fait moins de boulot, mais parce que le boulot en amont, en fait, c'est ce qu'on disait tout au début, nos codes, c'est pas nos projets. Il y a un boulot de cadrage qui est très important et qu'on fait systématiquement et qui est le même que quand on fait un outil en code. Il y a vraiment aucune différence. Et le temps, par contre, de développement, lui, il est quand même pas mal compressé. Ça peut vraiment aller, typiquement un outil de signature électronique, si tu veux le faire si tu veux faire tous les liens, toutes les automatisations, tu vas peut-être prendre 3-4 semaines. Moi, je le fais en 1 ou 2 jours, tu vois, avec les outils no code. Et c'est ce temps-là qu'on va gagner. Et évidemment, bah, c'est du temps où il n'y a pas de développeur qui est payé chaque jour. Donc forcément, c'est ça qui réduit les coûts. C'est vraiment le fait de dérouler techniquement le projet. Et de plus en plus, en fait, à force de faire ça, les DSI se disent, il y a notamment une DSI avec qui je travaille qui dit: «Bah, quand je fais un projet en code, je vais continuer de faire mes projets en code classique, mais je vais quand même venir te voir et te dire: "Tiens, comment tu aurais fait ça en no code?"» Et j'imagine, alors c'est un travail de patience, hein, tu me diras, mais je suis quelqu'un de très patient. Et mais ce travail, tu vois, va finir par payer et puis un jour, ils vont me dire: «Bah, tiens, je te mets en concurrence avec, une entreprise qui va faire du dev et voilà, à toi de sortir ton épingle du jeu». Et je pense que c'est comme ça qu'on va apporter, le no code, en tout cas dans les grands groupes. Sauf, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on a un vrai gros sponsor qui, lui, peut pousser le no code et dire: «Attendez, moi, le no code, je suis déjà, conquis, on peut déjà faire plein de choses, on y va, on fonce». Et alors, du coup, en fait, on est aujourd'hui clairement dans une phase d'évangélisation encore, finalement. Ouais. Alors, on enregistre encore en 2022. Si vous tombez sur ce podcast en 2025, j'espère que les choses auront bien changé. Mais, ou peut-être même, je ne sais pas si ce podcast sera encore là en 2025. Ça, c'est la grosse question. Mais j'espère qu'en tout cas, tout ça, ça aura pas mal évolué, pas mal changé. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, comme tu dis, il faut encore convaincre ces différents acteurs, que ça peut avoir du sens. Et tu crois que du coup, il doit y avoir en fait cette compétition, tu le disais, mettre en compétition finalement peut-être une agence qui fait du code et une agence qui va faire en fait, qui va utiliser les outils no code, ou l'idée c'est qu'on ait une compète en fait entre les deux, du style bah, c'est mieux du code que du no code, ou en fait qu'est-ce qui va être le plus pertinent pour le projet par la suite? Est-ce qu'effectivement, et je pense que tu le disais bien tout à l'heure, moi ça me parle pas mal, est-ce que le système qui va être développé est quelque chose qui est extrêmement critique pour l'entreprise et par conséquent,
aujourd'hui, au regard de l'état des outils no-code et de la manière dont c'est envisagé, ça peut paraître assez complexe finalement d'utiliser ces outils no-code. Soit sinon, ça va plutôt être pour une business unit en particulier, pour les sales ou autres. C'est une application qui peut être évidemment amenée à durer dans le temps, à évoluer, mais par contre qui va être un peu moins critique sur le système d'information ou la technologie principale de la boîte. Ouais, bah, je pense concrètement que on n'est pas enfin, c'est pas concurrence code no code. Tu l'as parfaitement dit. C'est vraiment qu'est-ce qui est le plus pertinent pour mon projet, en tout cas dans son démarrage. Est-ce que c'est plus pertinent de partir sur 100 jours de dev ou sur 10 jours de no code? Mais on n'a pas mis les 2 en concurrence. C'est pas est-ce que c'est plus du code ou du no code? C'est est-ce que je dois vraiment passer 100 jours à faire un développement classique ou est-ce que je vais passer 10 jours à faire un développement, on va dire plus «léger», voilà, entre guillemets. Parce que, le no-code, on peut l'utiliser, pas que pour faire du MVP, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mais, Mm. le Très MVP, important, c'est bien, ça peut être un début de projet d'ailleurs, on peut faire une première version, bien sûr. MVP en no-code et puis si besoin, si on voit qu'il y a des problèmes de scalabilité, qu'il y a des problèmes de sécurité, qu'il faut mettre, je sais pas, des algos, très compliqués d'intelligence artificielle, bah, peut-être qu'on va sortir du no-code et qu'on va se dire: «Là, c'est plus pertinent de faire du code» ou tout ou partie. C'est-à-dire qu'on peut sortir des briques de no-code, pour pouvoir mettre du code à la place. On n'est pas obligé de tout remplacer, de tout casser et je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faudrait tendre, des architectures un peu hybrides avec une part de no-code, une part de code et je pense que c'est vraiment ça ce qui va, enfin, c'est ma vision encore une fois, mais qui va C'est être d'accord. porté dans le futur et hem et puis voilà, ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Grosso modo, on va voir qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour les projets. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les développeurs, en tout cas les développeurs juniors, c'est vrai qu'il va souvent d'un mauvais œil le no-code, parce que quand tu es junior, tu as envie de tout refaire. Moi, Ouais. je me souviens quand je refaisais tout. Si tu fais un site, ben, tu le fais de A à Z. Tu codes de la première ligne de HTML à la dernière, tu vois? Et tu te poses pas de questions: «Est-ce qu'il y a un truc qui fait ça pour moi?» tout parti. Quand tu commences à monter un petit peu en compétences et que tu prends un petit peu de bouteille, tu te dis: «Ben, pourquoi en fait je m'embêterais à coder, 2 500 lignes ou 10 000 lignes, alors que, il y a un framework ou un petit bout de code qui va me permettre de faire ça tout seul?» Donc déjà, tu commences déjà à être dans cette optique de te dire: «Je vais pas me casser la tête tout le temps à développer les mêmes trucs. Ça existe déjà, je l'utilise». Et c'est là-dedans que, bah, moi, typiquement en DSI, avec les DSI, souvent, ils te mettent dans les projets un développeur. Parce que le développeur, il va un peu t'avoir à l'œil et vérifier déjà si tu dis pas n'importe quoi. Si quand tu montes l'architecture de ta base de données, en fait, tu es pas juste en train de les enfumer et de faire des bêtises. Ouais. Hem et puis il va peut-être donner son avis et dire: «OK, est-ce que, ça, c'est très performant? Est-ce qu'au niveau de scalabilité, on est quand même sur un outil, qui va permettre de monter en charge?» Et ça peut être là où le no-code a ses petites limites parce que, en développement, il y a une notion de gestion de charge qui aujourd'hui n'est pas prise en compte ou pas tant que ça dans les outils no-code. Typiquement, tu referais pas un Netflix avec les mêmes trafics de Netflix en no-code. C'est totalement impossible. À chaque fois que quelqu'un va se connecter, ça va cracher. Hem, mais tu pourrais faire un petit Netflix pour une niche, parce qu'il y a pas tant d'utilisateurs, il y aurait pas tant d'utilisateurs que ça et ça permettrait et le no-code serait totalement suffisant pour maintenir ton outil. Et c'est là où je pense qu'il faut bien garder à l'esprit que le no-code, ça peut permettre de faire plein de choses. Ça ne fait pas tout, en tout cas Mm. pas aujourd'hui. Peut-être que dans le futur, ce sera totalement scalable et ce sera génial. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas forcément le cas pour tous les projets. Qu'il faut bien identifier le besoin, qu'est-ce qu'on veut en faire et qu'est-ce que ça va nous apporter par rapport à faire du code plus classique. Carrément. Et en fait, là, tu touches un petit peu le doigt sur ça. Est-ce que toi, tu as identifié des outils no-code qui fonctionnent mieux en entreprise que d'autres? Enfin, il y a déjà des outils qui sortent du lot ou pas? Je sais qu'il existe en fait des grosses machines comme des Mendix, des OutSystems, mais également, tu as cité tout à l'heure du Airtable, du Make. Souvent, on évoque un peu plus effectivement cette confrontation startup versus grand compte. C'est quoi ton avis en fait sur ces outils? Parce que je sais que tu les as déjà
alors soit utiliser, soit en tout cas déjà tester et regarder. C'est quoi ton appréhension sur ça, d'une part en tant qu'utilisateur, en tant que ce que j'appelle product builder, mais en plus en tant que vision par rapport aux personnes à qui tu les vends, comment est-ce que eux ils prennent, ils sont capables d'appréhender en fait ces différents outils. Est-ce que tu as des choses à nous citer sur ça? Concrètement, la force de ces outils que tu as cités, hein, le OutSystems, Mendix, qui sont deux concurrents, hein, finalement, qui qui vont faire un petit peu, si on veut se rapprocher de l'écosystème no code, qui vont faire un peu du Bubble. C'est Mhm. un peu la même chose, hein, concrètement, ça répond aux mêmes besoins. Bah, eux, ils ont déjà coché les problématiques de sécurité. C'est-à-dire qu'ils ils ont déjà toutes les clés pour pouvoir rentrer dans un grand compte. Il suffit juste, bah, qu'ils soient poussés, encore une fois, hein, c'est toujours un peu cette notion de sponsoring, que quelqu'un ait entendu parler de OutSystems, de Mendix ou pour les outils d'automatisation, de Workato. Tous ces outils, ils ont coché toutes les cases que le RSSI va venir leur demander, leur dire: «Est-ce que vous êtes sécurisé? Est-ce que les données, je peux les héberger, où je veux?» et cetera, et cetera. Donc ça c'est déjà réglé, donc eux, ils ont un avantage. Par contre, ces outils-là, tu vas pas les mettre entre les mains d'un métier. Ça, c'est très clair que, un OutSystems, pour l'avoir utilisé, c'est ultra puissant, c'est super bien, mais, un utilisateur, c'est clair qu'il va jamais rien faire avec ça. C'est impossible. Il faut Pourquoi vraiment c'est des trop bases de code. complexe ou il faut une culture Ouais. tech? Ah ouais, ouais. C'est quoi pourquoi est-ce qu'un utilisateur lambda pourrait pas, enfin lambda entre guillemets, un utilisateur métier ne pourrait pas l'utiliser? C'est vraiment très complexe, c'est vraiment comme du dev. Il y a vraiment une logique de développement à avoir. C'est plus complexe encore que de faire un dev en Bubble, tu vois? Et déjà Bubble quand même, c'est déjà assez compliqué. Là vraiment, tu entres dans les problématiques de code, de nommage de tes variables, de machin, enfin, tu es vraiment dans du code, dans du plus du low code, en fait. Même si tu peux faire des choses en no code, mais tu es quand même plus sur des outils low code, qui vont permettre aux développeurs d'aller plus vite. Donc ça touche une partie de la population, mais enfin moi en tout cas, je ne mettrais pas dans les mains d'un utilisateur métier, qui n'a pas d'appétence tech. Parce qu'après, bah, un utilisateur métier qui a déjà fait un Excel avec des boutons, des macros et tout ça, pourquoi pas? Tu vois? Il peut monter en compétences, apprendre, se former et ça va bien se passer pour lui. Mais un utilisateur, on va dire plus lambda ou plus éloigné de la tech, il va être complètement noyé dans la tonne de possibilités qu'offrent ces outils. C'est vraiment une page blanche dans laquelle on te dit: «Bonne chance pour t'en sortir». OK, d'accord. Et du coup, tu as réussi à intégrer, enfin, tout ce qui est, Airtable, Make, par exemple, sur des outils internes. Ça, la les DSI, les grands comptes, en fait, c'est des choses qu'elles peuvent envisager ou c'est plus complexe? Parce qu'en fait, dans le cas du métier, lui, ce qu'il voit, c'est surtout la valeur, en fait, de ce que ça va apporter. Et la réalité, c'est qu'en tout cas, la combinaison de ces 2 outils est déjà assez incroyable. Donc et finalement, c'est juste une question de temps avant que, en fait, ces outils-là répondent exactement, aux problématiques des grands comptes et ensuite ça pourra être, entre guillemets, du même niveau que des Mendix ou OutSystems, même si on n'est pas exactement sur le même type de problématique, parce que les derniers outils qui sont du Airtable ou du Make adoptent un choix de verticales qui sont particuliers, qui sont liés à la base de données Mmh. ou à l'automatisation, donc un système de workflow, donc de back-end, alors que visiblement tous les autres outils qui sont du Mendix à OutSystems sont des systèmes intégrés qui intègrent à la fois le front et le back-end. Là, l'idée, c'est qu'en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est une question de temps, finalement, pour que ça soit en fait euh, mis en place en fait sur ces grands comptes, le temps que ça réponde aux spécifications demandées, quoi. Oui et puis je pense que tu peux avoir une espèce de grille de lecture en fonction du risque de ce que tu vas enfin des données que tu vas traiter. Si tu fais que, je sais pas, de gérer des stocks, par exemple, heu, bah, tu pas sur de la donnée sensible, tu es pas sur de la donnée utilisateur. Pour moi, tu pourrais typiquement, dans un grand compte, avoir du Airtable. C'est pas choquant, tu vois? Parce que tu vas pas aller traiter des données RH, confidentielles avec ces outils-là. Aujourd'hui, en tout cas, ça va être plus compliqué d'arriver dans un grand compte et de lui dire: «Bah, regarde, on va remplacer ton outil de gestion RH par, Airtable, par, Bubble ou même, par mes outils chouchous, hein, Xano, et WeWeb». Mais,
mais concrètement, tu peux dire que pour tel type de projet, avec tel type de données, je vais pouvoir utiliser tel type d'outil. Et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, vraiment percer et pousser le no-code dans les grands groupes. Et alors, pour percer finalement dans ces grands groupes, je pense qu'il faut aussi une bonne organisation. Moi, j'ai un petit peu une petite marotte avec ce podcast, ou en tout cas un intérêt, c'est celui de voir comment s'organisent en fait les équipes no-code. Et je pense que là, typiquement, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, soit qui existe, soit qui est inventé, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis en tout cas sur le sujet. Est-ce que ces équipes no-code, on doit les mettre au sein de la DSI ou on doit les mettre au sein des équipes métiers? La réalité, c'est que j'ai un avis un peu sur ces sujets, mais je pense que c'est encore au début, donc ça vaut le coup d'essayer de démarrer un petit peu ce débat, ou au moins des pistes de réflexion sur ce sujet. Parce que, si jamais on les met, en fait, la DSI, c'est que du coup, on considère que c'est des personnes qui sont du coup techniques, et que par conséquent, ils sont directement rattachés à un responsable ou une responsable technique. Donc ça instruit en fait finalement le fait que les outils no-code, c'est du technique, et que par conséquent ça appartient à la DSI. Soit sinon, et quelque chose de très intéressant, c'est de mettre des sortes de squads ou d'équipes qui sont à l'intérieur finalement des business units, des sales, des RH, etc., dont le travail est justement de répondre à ces problématiques métiers quasiment en temps réel grâce aux outils no-code. Et par conséquent, l'idée, c'est vraiment d'avoir des spécialistes sur ces BU, parce que l'intérêt finalement de traîner chez les RH, chez les sales ou autres, c'est qu'en fait, tu as directement accès à eux. Tu as vraiment tout ce côté itératif, en fait, rapide, et qui est vraiment intéressant avec le côté no-code. Parce que la réalité, c'est que si jamais tu prends pas justement toute cette rapidité que te permettent les outils no-code, je pense qu'aujourd'hui, ça pose c'est que tu n'as pas tout compris globalement, parce que c'est quand même un énorme intérêt. Donc, le fait que ça soit dans une BU, ça peut avoir du sens. C'est quoi ton avis sur savoir comment est-ce qu'on organise ces équipes, où est-ce qu'on les place? Est-ce que tu as déjà soit des exemples, soit un avis sur le sujet? Alors, je pense qu'il y a les deux. Donc, j'ai des exemples et un avis. Euh, les grands groupes aujourd'hui, ils vont plutôt prendre des utilisateurs, enfin, ils vont mettre des collaborateurs en DSI, on va dire à la tête pour le moment d'équipes no-code, dans lesquelles il y aura des métiers qui seront intégrés. Tu vois? Donc, ces personnes-là, on va les former à faire du no-code, et elles seront chapeautées, on va dire, par les équipes de la DSI. Mais, pourquoi? Parce que typiquement, c'est la raison elle est simple, hein, c'est que les utilisateurs métiers, ils ont pas cette casquette de gestion de projet, de cadrage, d'architecture d'une base de données. Même s'ils sont débrouillards, ils ont envie de faire, et voire certains sont très bons, mais malgré tout, construire une base de données bien ficelée, bah, c'est un métier. Et si on t'apprend pas ce métier, ben, tu vas peut-être réussir parfois, mais d'autres fois, tu vas te prendre les pieds dans le tapis, et ça peut causer des problèmes aussi derrière. Donc, je pense que dans un premier temps, on va avoir les DSI qui vont déléguer, en fait, des personnes qui vont être responsables de chapeauter les projets, no-code, et puis au fur et à mesure, on va peut-être voir des vrais squads no-code dans les métiers qui vont, vraiment apporter de la puissance. Parce que comme tu l'as dit, ben, tu es RH, tu as ta squad, où tu es 2-3 personnes, tu es 2-3, utilisateurs clés qui sont capables de faire du no-code, et ben, tu vas aller les voir directement. Elles ont déjà la compréhension complète de ton écosystème RH, et vont pouvoir vraiment dépoter, parce que toute cette phase où le collaborateur en DSI qui connaît pas du tout le métier, il va devoir s'imprégner du métier, les pratiques, qui sont les interlocuteurs, etc., etc. La personne qui baigne dedans tous les jours, bah, elle gagne un temps colossal pour pouvoir traiter les sujets. Et du coup, tu vois en fait, parce que quels sont ces profils en interne sur ces grandes boîtes qui, justement, vont utiliser ces outils no-code? Est-ce que, en fait, c'est une personne de la DSI, donc très clairement, sûrement un dev qui va se dire: «Tiens, j'ai envie d'utiliser ces outils no-code, et du coup, je vais aider», ou
des personnes du métier qui se disent je vais pouvoir tenter. Je te donne un exemple. Alors, je suis tombé en fait, je suis tombé dessus. Alors, pareil, tu parlais de YouTube au début. Je suis également un grand consommateur de YouTube et j'étais tombé sur une interview en fait d'un outil qui s'appelle UiPath qui permet de mettre en place dans la RPA, donc c'est de la euh, Robotic Process Automation. Automation. Et ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, pendant le confinement, notamment, donc, je crois que c'était au service financier ou au service RH, il y avait des personnes donc, du métier, donc des RH ou des financiers, qui s'étaient mis à utiliser en fait UiPath pour pouvoir justement générer soit des contrats en fait d'intérim ou autre, et qui avaient fini par se former en fait dessus, alors qu'à la base, c'était clairement pas des gens qui avaient justement cette culture de l'architecture d'une base de données, des problématiques UX, UI ou autres. Quelles sont les personnes finalement en entreprise que tu vois être capables de migrer vers ces outils-là? Je pense qu'effectivement rien n'est pour eux, mais bon, il y a quand même besoin en fait de quelques compétences ou qualités. Ça serait quoi, toi, selon toi, les, les compétences et les qualités que doivent avoir des personnes en interne pour pouvoir se mettre sur ces outils no-code? Déjà, je les félicite parce que UiPath, c'est pas du tout l'outil le plus simple à utiliser. C'est très compliqué. On est vraiment sur du pur low-code, vraiment complètement. C'est totalement du low-code. Mais les personnes, moi, que je pense vont avoir un peu cette casquette d'utilisateur, ou en tout cas d'utilisateur en devenir du no-code, c'est déjà, dans un premier temps, les personnes qui se seraient mises à faire du Excel. Parce que concrètement, monter un Excel, bah, c'est pas si simple. C'est pas si simple, c'est que c'est quand même compliqué à utiliser Excel. Il y a plein de formules dans tous les sens, enfin, c'est c'est un vrai projet de monter un Excel qui fonctionne, Ouais. à l'échelle d'une entreprise en tout cas, c'est pas donné à tout le monde. Donc déjà, je pense que ces personnes-là, elles ont déjà un esprit un petit peu de débrouillardise qui va faire qu'elles seront capables de se lancer dans du no-code. Tu peux totalement faire, du Airtable, du Notion, du Glide, même à la rigueur du Bubble, sans avoir de formation et démarrer comme ça et puis, ben, faire en sorte que tout se passe plus ou moins bien, pour tes projets. Ensuite, je pense quand même que les utilisateurs qui vont être les plus pertinents seront ceux qui se seront formés, qui auront, pris vraiment cette casquette de dire: «Moi, je veux faire ça correctement. Je veux être bon en no code, je veux proposer des outils qui vont être robustes pour mon entreprise et pas qui peuvent péter à tout moment parce que quelqu'un aura décidé de supprimer une ligne ou une colonne dans un fichier Excel. Et c'est ceux-là, je pense, qui vont demain être les plus performants et les bons profils. Ok. Et ensuite, si on fait un peu de prospective, ces équipes-là, tu les vois comment? Vraiment sur quelque chose de classique avec des juniors, des seniors, des head-off ou ce serait quoi le parcours que tu imaginerais? Je sais qu'on est sur du prospectif, mais je pense que c'est l'intérêt aussi du podcast d'essayer d'imaginer en fait ce qui pourrait advenir en fait dessus. Euh, est-ce que déjà tu as quelque chose en tête en fait sur ça ou déjà peut-être même des choses que tu as vues en fait déjà en entreprise avec justement ces technologies no-code? Alors, c'est ce que, j'ai entendu une fois, alors j'écoute aussi beaucoup de podcasts et il y a une très grosse boîte, américaine. Et alors ils utilisent un terme, j'avais trouvé ça vraiment cool, c'était des no code business partners. Donc concrètement, en fait, ils ont des personnes en interne. C'est un peu le terme de squad que tu avais donné tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est concrètement des gens qui ont été formés à la gestion de projet, à l'assistance à maîtrise d'ouvrage et aux outils no code, en plus de leur métier. Donc ils ont, plein de casquettes, mais qui leur permettent bah, vraiment d'être efficaces et d'être parce que la DSI aujourd'hui, elle est un peu perçue un peu comme, le père fouettard, tu vois? C'est Mmh. celui que tu vois et qui vient soit te dire, qu'il a pas de budget, soit te dire que ton projet, il est trop petit, finalement, tu vois, il te donne tes petits coups de fouet à chaque fois que tu viens le voir, il te dit: «Non, non, non». Donc elle est un peu perçue comme un peu le vraiment le pas un partenaire, en fait, des métiers, alors que finalement, c'est vraiment son rôle
d'être le partenaire des métiers. C'est son rôle premier. Elle sert les métiers, la DSI. Et en ajoutant, en fait, ces rôles de business partner, tu enfin, pour moi, en tout cas, tu rapproches un petit peu la DSI, même s'ils sont pas forcément directement rattachés à la DSI, mais tu rapproches le numérique, l'informatique des métiers et tu leur permets d'évoluer en fonction de leurs besoins et bah, typiquement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu crées cette notion de partenariat entre la DSI ou en tout cas les gens qui sont, un peu délégués et les métiers et je pense que ça ne peut être que bénéfique, pardon, pour les entreprises. Cool. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner parce que chacun a un petit peu son terme ou autre, mais je pense qu'on est en train de tourner autour de quelque chose qui fait que on va réussir justement à instaurer en fait ces outils no-code en entreprise. Mais je pense qu'on est encore au tout début et on voit bien que tout le monde cherche un petit peu comment ça se passe. Il y a les éditeurs qui imaginent quelque chose, il y a les agences qui imaginent autre chose, il y a les formations qui également imaginent autre chose. Donc ça, c'est assez intéressant de savoir et de voir en fait comment le domaine va évoluer, je pense, très rapidement dans les prochains mois. On touche un petit peu sur la fin de ce podcast, mais j'avais encore au moins 2 questions à te poser. Aujourd'hui, est-ce que tu vois des freins à l'utilisation en fait de ces outils no-code? Et est-ce que tu penses que c'est des freins en fait qui vont pouvoir en fait s'abaisser avec le temps ou disparaître, ou c'est vraiment des distinctions fortes qui resteront entre code et, et no code? D'ailleurs, ces freins qui peuvent être de deux parties, hein. Ça peut être des freins techniques ou des freins humains dans le fait qu'on ne veut pas utiliser ça, puisque finalement, il peut y avoir presque peut-être un petit peu de politique, même en disant non, 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 on est dev, on fait du dev et du coup, on fait pas, enfin, on fait du code comme on a l'habitude de le faire et même si les outils sont OK, on reste comme ça. Est-ce que tu vois des freins et à la limite, est-ce que tu as des petites techniques pour justement supprimer un petit peu ces freins et ces frictions, en fait, surtout qu'il existe lorsque tu vends un projet à soit une DSI, soit un business métier. Et comment tu vois ça? Alors des freins, il y en a, il y en a un petit paquet. Le frein le plus important et enfin le plus important, en tout cas, celui qui remonte le plus souvent, c'est les RGPD. Ok. Tu arrives en entreprise, tu montres un outil, presque les gens ils ferment les yeux, ils te disent: «Est-ce que c'est RGPD?» Alors, la RGPD, juste pour rappeler, si tout le monde ne sait pas ce que c'est, hein, c'est le règlement général sur la protection des données et qui consiste effectivement à avoir accès à toutes ces données, à les garder en fait. Si vraiment je dois donner une définition très très générale, à garder ces données en fait avec toi et pas les envoyer globalement, hein, c'est ne pas envoyer les données aux États-Unis, quoi. Si on doit le dire, Ouais, très, c'est presque ça. très, très concrètement, même si on pourrait rentrer un peu plus dans le détail. Donc effectivement, ces outils non RGPD en fait. Oui, qui sont pas, flagués RGPD et ça peut faire peur. Donc toi, je te disais tout à l'heure, c'est pas forcément, ce que tu arrives en premier parce que souvent tu arrives dans les entreprises, soit par un sponsor, soit par un métier et donc c'est pas tout de suite leur problématique, donc tu vas commencer à discuter. Mais dès que tu veux commencer à mettre en place vraiment un outil, à le déployer, à le mettre en prod, on va te dire: «Oh là là, attention, est-ce que c'est RGPD? Est-ce que tes données sont sécurisées? Est-ce que c'est hébergé en France?» Pour toi aussi. Hem et donc ça pour ça, il y a une parade, il y a les outils français. Donc, il y en a pas tant que ça, c'est dommage parce que nos outils quand même, ils sont vraiment pas mal. Donc on a du XAR, on a du TimeTonic, on a Du Udoo, WeWeb. on a du WeWeb, on a, du Junebot pour quand tu veux faire des chatbots, on a Zilio quand tu veux faire une application, mobile. Il y en a d'autres, excusez-moi si je les ai pas cités, mais concrètement déjà, on est capable aujourd'hui d'avoir des outils qui te permettent, des outils français qui vont te permettre de stocker tes datas en France, d'être RGPD, compatible, pardon et même pour certains, d'avoir accès à la gestion des données de santé. Typiquement XAR, bah, tu veux travailler pour, l'AP-HP, hein, les hôpitaux de Paris et ben, ça va être difficile de rentrer avec un autre outil qu'un outil qui a la capacité d'héberger
des datas sur des HDS. serveurs HDS, hein, qui sont donc flagués hébergeurs de données de santé. Et on a des outils en France qui nous permettent de faire ça, qui sont quand même plutôt pas mal. Et même si on n'a pas encore un écosystème assez encore touffu en France, mais ça arrive. Petit à petit, on a des outils qui sont en train de sortir du bois. Et ça, je trouve que c'est intéressant et ça va nous permettre de débloquer un petit peu tous ces sujets en DSI, même si les outils sont encore un peu jeunes. Donc ça peut être un peu compliqué parce que ça fait partie des freins, la pérennité des outils. Bah, quand tu mets typiquement un outil en place et que tu te dis, ben, peut-être que l'année prochaine, la boîte va fermer, bon, Compliqué. ça peut être un peu compliqué pour une DSI qui voit à long terme, de se dire: «Bah, en fait, cet outil que tu mets, OK, mais qu'est-ce que je fais l'année prochaine si ça tombe, quoi?» Donc tout ça fait que c'est aujourd'hui, un frein, mais quand même, on est en train de le débloquer et de plus en plus d'outils, même à l'extérieur de la France, commencent aussi à, se taguer RGPD. Donc ça, c'est en train d'arriver. Ok. Donc, RGPD, c'est pour toi le plus gros frein, mais finalement, toutes les questions, moi ça m'énerve un petit peu ce mot, on l'entend un peu à toutes les sauces, mais toutes les questions de scalabilité, ça finalement, c'est qu'une question de temps avant que les choses soient résolues, et finalement, les outils sont déjà très scalables pour le coup. Ça veut dire qu'ils sont capables en fait de monter à l'échelle en fonction du nombre d'utilisateurs. Plus vous avez Mmh. d'utilisateurs, plus votre outil doit être scalable. Ça, finalement, c'est plus une problématique. Pour, pour le coup, c'est déjà des choses qui sont réglées en globalité, notamment parce qu'en fait, justement, avec l'essor du cloud, il n'y a plus vraiment tellement de problématiques. Finalement, la problématique, elle vient surtout de l'utilisateur qui construit le produit, qui doit faire en sorte que cet outil soit performant. Et on en revient finalement à ce que tu disais un petit peu au début sur savoir créer une bonne architecture de données afin qu'elle soit scalable. Ces sujets. Donc pour toi, la question de la scalabilité, ce n'est pas une problématique qui est demandée particulièrement par les clients. Alors c'est demandé, mais comme tu l'as dit, les outils quand même, ils sont relativement performants. Hem, Aujourd'hui, enfin, et puis comme on le disait tout à l'heure, il y a différents types d'outils. Donc tu peux commencer typiquement par mettre en place une base de données Airtable, qui a ses limites, ses contraintes. Et puis quand tu sens que ça commence à peiner un petit peu, ben, tu peux partir sur une base de données plus importante. Tu peux aller, ben, vers du Xano ou vers, si tu préfères l'open source, aller vers du Supabase, et même si c'est pas exactement le même type d'architecture de base de données, mais bon. Et tu peux trouver des alternatives qui vont te permettre de construire une solution plus robuste. Et c'est là où tu sors un petit peu des outils intégrés. Typiquement, si tu utilises Bubble et que tu sens que ton Bubble, il commence à ramer, pas parce que tu as mal fait ton architecture, mais parce que, bah, tu pas pris l'abonnement à, 1 500 € par mois, bah, là, tu peux te dire: «OK, ben, je vais prendre des outils que je vais composer un petit peu ma stack». Hein, la stack, c'est, un petit L'ensemble peu des outils. l'ensemble des outils que tu vas utiliser. Donc je vais construire ma stack avec les outils les plus performants du marché pour résoudre telle problématique. Donc pour le front, je vais prendre un outil spécialisé sur le front. Pour le back, je vais prendre un outil spécialisé sur le back. Pour envoyer des emails, je vais prendre un outil spécialisé dans l'envoi d'emails, et cetera, et cetera. Et quand tu fais ça, en fait, tu t'assures d'avoir le produit qui a pour chacune de ces briques l'outil le plus performant et qui va, te permettre, ben, de continuer en fait à scaler à passer à l'échelle, sans avoir sans avoir à faire des énormes dépenses complémentaires. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que l'approche modulaire est une approche vraiment que j'adore, finalement se rapproche beaucoup en fait du développeur d'origine en fait qu'on a l'habitude de faire. Hein, enfin, on utilise finalement plein de modules différents qu'on imbrique entre eux et qui permettent de créer un produit. Est-ce que pour rester aussi sur les freins, tu l'as un peu évoqué, finalement cette approche modulaire a pas tendance à faire gonfler les prix? Est-ce que le prix est un frein ou au final c'est quelque chose qui est plutôt bien compris par les équipes, par les DSI, peut-être même le service finance qui finalement se dit ok, ça coûte un certain prix, mais finalement avoir des développeurs en interne, ça coûte aussi un certain prix. Maintenir une application, ça a un coût également.
Là, l'idée d'avoir de la valeur très rapidement et de pouvoir itérer rapidement, est-ce que ce coût-là, finalement, est-ce que en fait les coûts sont un frein ou pas tellement de ce que tu as remarqué, hein. On peut, encore une fois, l'idée c'est pas de généraliser, mais pour l'instant de ce que tu as remarqué, est-ce que les coûts sont un frein? En grand compte, les coûts ne vont pas être un frein. Quand tu leur montres, un plan entreprise, Airtable, Zapier, Make, même les 3 en même temps, et tu leur dis: «C'est, je vais dire une bêtise, mais c'est 3 000 € par mois», c'est une goutte d'eau, tu vois? Pour une grande entreprise de mettre 3 Ouais, 000 € par mois, c'est même pas le prix c'est d'un dev, donc bon. voilà, c'est anecdotique, tu vois? C'est vraiment pas un sujet et au contraire, ils se disent: «Mais attends, avec ces 3 000 € par mois, on va pouvoir tellement envoyer, tellement déplier des projets que, c'est un gain énorme». Tu vois? C'est vraiment un gain énorme. Hem, donc ça déjà, pour les grandes entreprises, pour moi, c'est pas vraiment un sujet sur le prix des outils no code. Quand tu commences à descendre un petit peu dans la taille des entreprises, ça peut commencer à être un vrai frein. Mais au moment où tu arrives à une solution modulaire basée sur la performance, ça veut dire que tu as déjà un produit qui tourne, donc que tu gagnes de l'argent. Et donc tu fais un investissement en fait, hein, Mm. en faisant en sorte de faire, que ton appli soit scalable et j'allais dire maintenable, même si c'est plus difficile à maintenir l'architecture modulaire. Mais en tout cas, tu fais un pari sur l'avenir et tu te dis: «Ben, OK, mon appli continue de grossir, alors je vais mettre un peu d'argent parce que, typiquement, il faut que ça puisse continuer à tenir la charge». Ok. Donc c'est un sujet, mais c'est compréhensible. Par contre, quand tu arrives en toute petite entreprise dont c'est pas le métier, ils sont pas en train de faire un SaaS ou quoi, là, ça peut commencer à être un vrai sujet et à tirer un peu les prix vers le bas et justement à optimiser ta stack pour le prix et non plus pour la performance. À ce Voilà, donc moment-là, ça peut-être à peut être choisir possible plutôt de l'intégrer finalement, qui va te coûter un peu moins cher, peut-être. et peut-être que là, l'intégrer, sera plus pertinent parce qu'évidemment, bah, tu as tout en un et tu dois pas payer, ton front, ton back et ton outil d'envoi d'email. Mm. Carrément. Tu vois d'autres freins ou pas? Bah, après, tu as le frein des devs que tu évoquais tout à l'heure, mais pour moi, c'est pareil, c'est un frein jusqu'à ce que tu leur montres ce que tu peux faire. Voilà. Typiquement, c'est normal, tu vois? C'est un peu comme le sujet, moi, il y a 5-6 ans, je me souviens, j'avais une discussion avec un collègue et puis je lui disais: «Moi, je veux m'acheter une voiture automatique». Puis il me disait: «Mais tu es malade, une voiture automatique, tu passes pas les vitesses, tu maîtrises pas ton truc». Je lui dis: «Mais enfin, moi, c'est pas un plaisir pour moi de passer des vitesses, tu vois? Je m'en fiche». Tu vois? Et je suis sûr que la voiture le ferait certainement mieux que moi, en plus. C'est Et sûr. on avait ce débat à se dire: «Mais quand tu passes pas les vitesses, tu perds la main sur, comment ça fonctionne». Mais en fait, tu t'en fiches, tu vois? Quand tu allumes ton four, tu te demandes pas comment fonctionne ton four, tu vois? Ça peut avoir une utilité, mais c'est pas le but premier quand tu allumes ton four de te dire: «Mince, comment ça fonctionne?» Et je pense que les outils no code, quand tu les montres à des devs, ils te disent: «Mais attends, tu perds complètement la main, tu sais pas du tout si c'est optimisé ou quoi ou qu'est-ce». Et c'est quand tu vas leur montrer ce que tu es capable de faire, le temps que tu vas gagner, là, ils se disent: «Quand même, même si tu maîtrises pas tout, OK, il y a quand même un intérêt et ça peut m'être utile pour gagner du temps». Ils vont pas dire: «Ça peut leur être utile parce que c'est sympa de faire du no code», mais ça permet de gagner du temps et ça, enfin du temps, tu as que 24 heures dans une journée et tu as que, y a les 8, peut-être 10 heures pour ceux qui travaillent énormément, mais tu as grosso modo que 8 heures dans une journée pendant lesquelles tu peux bosser et donc c'est quand même très important de gagner du temps. Je pense qu'il y a l'illusion en fait d'aller regarder ce qu'il y a sous le capot et de se dire en fait qu'on a la possibilité d'ouvrir le capot. Mais tu vois, moi quand je faisais du dev, tu prends des NPM en fait qui sont des petits modules en fait que tu peux intégrer sur ton site web. Donc, typiquement, quand tu veux faire des calls API, on utilise en fait un NPM qui s'appelle Axios. Donc voilà, je suis un tout petit peu technique sur ça, mais s'il y a des devs qui nous écoutent, ils comprendront. Moi, ça a toujours très bien marché ce que j'ai fait avec Axios et mes NPM. Je n'ai jamais regardé le code et je pense que c'est sûr, je serais incapable de débugger un truc si Axios ne fonctionnait pas. Et je pense qu'il y a un petit peu l'illusion de se dire ça, alors qu'en fait, les développeurs utilisent déjà énormément de briques, mais effectivement, le code est ouvert, donc ils se disent probablement il y a moyen de moyenner et du coup d'aller en fait changer quelque chose. Bon courage pour aller débugger en fait des modules comme ça Framework, qui sont d'une extrême complexité. Effectivement, il y a des développeurs incroyables qui arrivent à le faire. J'aimerais bien voir dans une entreprise
le nombre de personnes qui sont capables de faire ce genre de truc. En règle générale, quand ça marche pas, tu attends soit un fixe et t'écris au support, soit sinon tu te dis est-ce qu'il n'y a pas une alternative. Et tu vois, je suis assez d'accord avec toi. Il y a un peu cette illusion du développeur de se dire je peux aller sous le capot. Alors effectivement, le fait d'en avoir la possibilité, ça c'est quelque chose qui est assez génial et qui du coup n'existe pas aujourd'hui avec les outils no-code. Et je suis pas convaincu que ça puisse exister. Mais je pense que c'est beaucoup une illusion, pour être très honnête, et qu'on ne doit pas se concentrer finalement à 2000% sur ce sujet-là. Et on doit plutôt faire ce que tu dis, quoi, avancer et avoir notre boîte automatique et se dire, moi, ce que je veux, c'est conduire en sécurité et finalement pouvoir faire avancer ma voiture comme elle avance. Et franchement, moi aujourd'hui, je passe les vitesses, j'ai pas l'impression de pouvoir ouvrir le capot, tu vois. Donc, je pense que ton image est très bonne dessus. Et alors moi j'ai juste une dernière question qui est peut-être une question un peu plus personnelle sur tout ça parce Ouais. qu'on touche à la fin du podcast. Euh, Comment est-ce que toi, tu progresses sur ces outils no code? Est-ce que tu as des bonnes astuces à nous donner pour pouvoir en fait progresser sur ces outils-là? Parce que moi, ce que j'aime beaucoup en fait sur ton profil, c'est que tu es allé voir en fait d'autres outils dont on parle un peu moins en fait dans la communauté no code. Et tu as un petit peu ce rôle de testeur ou de veilleur, notamment sur des outils qui parfois peut-être ont l'air un peu moins sexy que les autres. Et je pense que ça, c'est C'est une sûr. grande force. Euh, Comment est-ce que toi, tu progresses sur ces outils? Est-ce que tu as une discipline? Tu as quelque chose? Tu peux nous donner en fait ça pour pouvoir terminer et peut-être aider en fait ceux qui écoutent ce podcast. Alors, je pense très sincèrement. Alors, c'est ma vision, encore une fois, mais moi, je veux pas être identifié comme super expert sur tel ou tel outil. Bien sûr. Moi, je veux connaître l'écosystème dans sa globalité. Tu vois, sur mon profil LinkedIn, je suis brandé architecte en solution parce que moi, ce que je veux, c'est pouvoir proposer la bonne solution en fonction du besoin et pas me dire à chaque fois que quelqu'un vient me voir et qui me dit ben tiens, j'ai un problème. Si je suis expert Airtable, je vais lui dire bah tiens, on va le faire avec Airtable. C'est Hmm. peut-être une erreur. C'est une C'est toujours excellente le pratique. oui, et ben, clairement là, tu sais, s'il y avait une citation qui disait: «Si ton seul outil, c'est un marteau, tu auras tendance à tout considérer comme un clou» et tu vois, moi, je préfère avoir une boîte à outils, même être à 80 sur tous les outils, pas à 100 mais à 70-80 et c'est largement suffisant pour traiter, quasiment tous les projets aujourd'hui que j'ai eu à voir. Même je travaille sur des projets très complexes, bah, ma connaissance des outils, elle est largement suffisante pour traiter quasiment tous les sujets que je rencontre. Et là où j'ai des difficultés, parce que ça peut arriver, hein, comme tout le monde, hein, comme tout même développeur senior, Bien sûr. hem, bah, parfois, ben, tu prends un peu de temps et puis tu vas chercher, tu cherches sur Google, tu vas, sur les forums des éditeurs, tu lis la doc et puis, ben, voilà, tu finis par te débloquer. Et comment rester à jour? Comment vraiment prendre le no-code à bras le corps, du coup? Bah, c'est vraiment être en veille permanente. Moi, je suis tout le temps en veille. Dès qu'il y a un outil qui sort, je me demande est-ce qu'il a l'air bien ou pas? Et même quand il a pas l'air bien, en vrai, je l'ouvre, je teste, je me fais un petit compte dessus, je regarde ce que ça donne. J'essaie d'identifier quelles sont les limites de l'outil et puis dès que quelqu'un me parle d'un besoin, je me dis: «Tiens, ça me rappelle tel outil, on peut faire ça avec tel outil» et ben, je vais voir et je regarde si je suis capable de résoudre le besoin de la personne avec cet outil-là. Quand c'est un client, je le préviens et je lui dis: «Attends, cet outil, je le connais pas forcément très, très bien, mais je peux te faire un prix, tu vois? Un prix vraiment pas cher et comme ça, bah, moi, j'apprends avec cet outil-là, j'apprends à l'utiliser et le client, lui, il va avoir une solution qui va fonctionner de toute façon, parce que voilà, mais à un prix qui, pour lui, est plus petit. Ce qui me permet, moi, de monter en compétence et le client d'avoir l'outil qui va correspondre à son besoin. Ok, génial. Tu as des petits tips sur des sites sur lesquels tu vas ou finalement c'est un peu ta veille, ce que j'appellerais presque de la sérendipité. Tu arrives sur Oui, Internet, tu clairement. cliques sur un lien, puis après tu cliques sur un autre lien, puis sur un autre lien, ça t'amène sur quelque chose. Tu
t'as quand même une petite routine le matin, tu te dis, allez, je me fais 10 minutes de veille, ou finalement, t'es un peu tout le temps en veille. Moi, c'est mon cas, tu vois, je considère que finalement, je suis tout le temps en veille. Mais sinon, t'as une petite routine, en fait, que t'as mis en place ou pas? Non, non, je suis comme toi, Tout dès le que j'ai temps en 5 veille. minutes, tu vois, je clique sur YouTube, je tape, no code, je déroule tu vois? Moi, fais partie des gens qui scrollent vraiment YouTube, tu vois? Je scrolle, je scrolle, je scrolle. Dès que je vois une miniature qui m'intéresse, je clique et puis, voilà, je me laisse porter par l'algo, et parfois ça donne de très, très bonnes surprises. Ok. Mais par contre, je retiendrai en fait pour terminer, que tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que finalement, tu mets plutôt l'accent en fait sur euh, les compétences en fait qui sont plus générales plutôt que sur un outil en particulier. L'idée, c'est Oui, pas forcément d'être spécialisé, et ça, il faut vraiment le rappeler. C'est vraiment d'essayer de proposer le bon outil euh, face à la bonne problématique, face à la bonne situation. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler, peut-être même dans l'écosystème en fait no code. Je pense qu'il y a moins ça forcément dans le dev, mais je pense que sur la partie no code, étant donné qu'il y a des outils qu'on choisit en plus des verticales particulières, on va avoir tendance à se dire il vaut mieux utiliser ça qu'autre chose. Effectivement, il y a des outils qui sont très généraux, on peut les utiliser dans plein de cas d'usage, mais je pense qu'il faut savoir vraiment rester ouvert. Ça me paraît très important parce que sinon, c'est des choses qui peuvent faire échouer en fait le projet et partir sur la mauvaise solution. Dans le cas du freelance, effectivement, c'est probablement un peu plus confortable parce qu'il connaît la solution. Mais par la suite, ça peut être probablement un peu plus difficile à faire évoluer. Et je pense que ton profil est vraiment un profil qui devrait se retrouver et qui doit se retrouver, et qu'on retrouve déjà un peu plus dans la communauté, vraiment d'avoir cet état d'esprit de proposer la bonne solution au problème, et pas d'avoir une solution déjà préétablie sur ce sujet. Top. Écoute, merci beaucoup Xavier pour cette discussion qui a été très riche. Voilà, une bonne heure sur ce sujet. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de faire un petit peu de pédagogie dessus. On ne parle pas vraiment trop grand compte en fait dans la communauté, parce que on parle un peu plus startup. Donc merci beaucoup en fait de nous avoir donné ta vision éclairée, et d'avoir de manière pédagogique un peu commencé à placer la vision et les briques en fait sur ces outils no code. J'ai envie de dire, tu reviens quand tu veux dans le podcast pour nous donner des nouvelles et nous présenter des nouveaux outils ou des nouvelles problématiques. D'ici là, je te souhaite bon courage pour la suite. Pour tous les auditeurs, restez là parce que il y a d'autres épisodes qui vont arriver par la suite. Xavier, je te souhaite une très bonne journée et je te remercie encore pour ton invitation. À bientôt. Bye bye. à bientôt, merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà fini, on va devoir se quitter ici. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère bien évidemment que tu auras passé un bon moment et surtout que tu auras appris de nouvelles pratiques qui pourront t'aider dans ta carrière et tes projets. Mais avant de partir, si l'univers des outils no-code t'intéresse, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux où la discussion continue. Également à noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir et surtout à partager ce contenu à un maximum de personnes qui pourraient être intéressées. Si tu souhaites te former aux outils no-code, rendez-vous directement sur le site d'Uncode School. Si tu souhaites trouver un job ou embaucher un product builder dans ton entreprise, rends-toi directement sur productbuilder.fr où des centaines d'offres d'emploi no-code sont déjà présentes et n'attendent que toi. Tu connais peut-être même ma newsletter No Code Session où j'y parle de l'actualité no-code chaque semaine. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Bref, tu connais la chanson. Tous les liens sont en commentaire de ce podcast. D'ici là, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Comme on dit, à ciao, bonsoir.